C'est à nouveau de jeux de rôle dont nous allons parler aujourd'hui avec peut-être un des plus grands défenseurs du jeu de rôle sur Internet avec son site, sa page Facebook, ses pages Facebook, s'il y en a plusieurs. On va en parler et on va parler notamment de la réédition, la réimpression du jeu Black Sad et cela en compagnie de Christophe Desnouveaux. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes l'homme derrière la loutre, c'est-à-dire la loutre rôliste, une page Facebook très active, un site internet qui défend le jeu de rôle, qui vend du jeu de rôle, qui édite du jeu de rôle. Avant de parler de tout cela, j'aimerais faire un peu plus connaissance avec vous. Christophe, pouvez-vous nous raconter comment est arrivé le jeu de rôle dans votre vie? Oula, alors ça remonte à 1989. C'est précis, hein, Oui, 1989. oui, oui, je m'en souviens toute ma vie. Mon frère est rentré de vacances d'été en ayant découvert Advanced Donjons et Dragons. Et de là, un groupe de copains s'est constitué avec les frères, les petits frères, et puis on a commencé à jouer L'Œil Noir, Warhammer, Cthulhu, et on s'est pas arrêté depuis, quoi. C'est comme ça que c'est rentré dans ma vie et ça m'a pas lâché jusque maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu de rôle, c'est le seul jeu que vous pratiquez et on vous appelle donc un rôliste pur? Ou est-ce que depuis, vous êtes aussi intéressé à ce qui touche un peu à la culture de l'imaginaire et les autres jeux, que ce soit des jeux de plateau, des jeux de cartes, des jeux de figurines? Alors en fait, quand on a commencé, nous on a commencé le jeu de rôle, mais effectivement c'était encore une époque où dans les clubs se pratiquait en fait le jeu de plateau, le wargame, le figurine, le jeu de rôle, les cartes. Quand la soirée arrive un peu plus tard, on joue un peu à tout. Mais c'est vrai que principalement je joue au jeu de rôle. Et avec le temps, c'est vrai que je suis plus rôliste que platéiste ou autre. Même si ça me fait super plaisir de jouer à un bon jeu de plateau ou un jeu de cartes de temps à autre. Pour ce qui est des figurines, je compte bien m'y remettre. Et je les utilise aussi en partie pour fluidifier les visualisations de situations, etc. Et je trouve ça super sympa. Surtout qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeux de plateau qui empruntent au jeu de rôle, en fait, hein. Oui, et vice-versa, maintenant on commence à avoir aussi des mix entre jeux de rôle et jeux de plateau. Voilà, pour initier un petit peu au jeu de rôle. Et c'est vrai que la figurine commence à faire son retour sur les tables. Le jeu de rôle, il y a quelques années, on donnait pas cher de sa peau, il y a encore une quinzaine d'années. Et depuis 2-3 ans, c'est le renouveau du jeu de rôle avec l'arrivée des campagnes de financement participatif. Et notamment le jeu de rôle français, je trouve qu'il s'en tire plutôt pas mal. Vous avez une opinion là-dessus? Alors en fait, faut juste savoir que la France est le deuxième pays du jeu de rôle en fait. Au niveau du nombre de parutions, que ce soit des traductions ou des produits originaux, c'est le deuxième pays au monde à faire du jeu de rôle. Donc effectivement là le milieu est très très actif, il y a énormément d'éditeurs, il y a énormément de jeux, il y a de plus en plus de joueurs parce qu'il y a les anciens joueurs qui s'y remettent, qui ont connu ce qu'on appelle nous les traversées du désert, avec la vie de famille, le travail, etc. Et puis ils y mettent leurs enfants, qui mettent leurs copains et leurs copines aussi à jouer. Donc en fait il y a de plus en plus, l'offre est plus large, donc en fait on peut toucher de nouveaux publics. C'est ce qu'on a fait avec Petit Détective de Monstres. Il y a énormément de nouveaux joueurs qui ne sont pas des rôlistes à la base, qui ont vaguement parfois entendu pas le jeu de rôle et qui ont découvert le jeu de rôle avec leurs enfants par le biais de Petit Détective. Après, il y a plein d'autres jeux comme ça où un non-rôliste peut effectivement rentrer dans le jeu et se sentir bien et continuer par la suite. Et puis on voit aussi fleurir plein de coffrets ou de petites initiations au jeu de rôle en fait pour faire découvrir ou découvrir Mhm. simplement le jeu de rôle. Alors c'est une très bonne chose parce que en fait c'est vrai que c'était disons un sujet qui revenait régulièrement sur la table dans le milieu, parmi les joueurs, parmi les éditeurs. Et là, tout le monde commence à s'y remettre et c'est pas plus mal, ça nous permettra de toucher un maximum de gens. Parce que le jeu de rôle, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Et je trouve qu'il est vraiment temps de l'ouvrir, en fait, vraiment. Et là, c'est ce qui se passe et c'est une très très bonne chose. Et effectivement, on parlait des coffrets, c'est vrai qu'on a aussi un retour aux boîtes de jeu, même pour le jeu de rôle. Et c'est vrai que la boîte attire. C'est vrai que la boîte, ça fait penser au jeu de plateau. Et donc c'est pas plus mal. Il y a plein de choses qui sont mises en place comme ça qui font que le jeu de rôle va devenir enfin accessible à tous.
Et puis chez La Loutre, on peut, vous avez cité Petit détective de monstres. C'est quelque chose que j'aime à faire découvrir, en tout cas en parler autour de moi, parce que c'est le jeu de rôle que l'on peut faire découvrir aux enfants en bas âge. Et ça Mhm. nous vient de nos voisins espagnols où le jeu de rôle a une place très importante, même en milieu scolaire. Bah, en fait, effectivement, ils ont de quoi de nos Solar Ediciones, on fait ce jeu et c'est vrai qu'il s'est très vite répandu dans les écoles, dans les centres d'animation, voilà, dans tous les milieux éducatifs. Nous, on observe la même chose de notre côté. Il y a des médiathèques, des ludothèques, des écoles, même des réseaux spécialisés dans les écoles qui l'utilisent pour faire du jeu de rôle. Dans les centres d'animation, parfois ça occupe un bon tiers de l'année. Donc effectivement, c'est une belle porte ouverte sur le jeu de rôle. Et ça se joue très rapidement. Donc, et les enfants, en fait, les enfants ont une très grande imagination, très débordante, et ils arrivent très facilement à se glisser dans la peau d'un personnage. Ça, ils ont une facilité qu'on leur envierait presque, parce que c'est vrai que moi, je les ai vus, j'ai fait jouer des enfants, un grand nombre d'enfants. J'en ai vu jouer et je suis étonné par leur manière de jouer, leurs réflexes. Parfois, ils ont même des réflexes de très vieux rôlistes. C'est très attendrissant de voir un papa qui voit ça et qui a la larme à l'œil quand son fils qui vient de faire sa première partie commence à avoir des réflexes comme lui. Et puis moi j'ai même lu des témoignages de parents qui disaient que leurs enfants, après leur première ou deuxième partie, se mettent même à vouloir écrire leurs histoires car Mhm. ils veulent direct passer derrière l'écran et devenir ce qu'on appelle le maître de jeu, hein. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est très important parce que on observe chez les adolescents ou chez les adultes souvent une difficulté à passer derrière l'écran, à se retrouver confronté aux autres, à devoir tout diriger derrière comme un grand chef. Et c'est vrai que les enfants ont plus de facilité à passer derrière l'écran. Et je pense que c'est le moment, c'est effectivement, plus on est jeune, plus c'est facile en fait. Moi je sais que quand j'ai commencé le jeu de rôle, j'ai fait quelques parties en tant que joueur, et très vite je suis passé derrière l'écran. Et depuis je suis quasiment uniquement maître du jeu. Et je pense que si je l'avais fait plus tard, j'aurais eu plus de mal. On vante pas assez les mérites hein, du jeu de rôle qui est le jeu qui fait marcher le plus l'imagination, parce que c'est le jeu où il y a besoin de moins de matériel, vous avez juste besoin de votre imagination et de votre cerveau, et de passer du côté du maître de jeu, ça développe une faculté et des facilités à être à l'aise en public et à parler devant les autres. C'est ça, et en plus ça développe aussi par l'imagination, le fait de devoir gérer plein de choses en même temps, l'improvisation, parce qu'il faut être honnête, les joueurs font souvent le contraire de ce qui est prévu. Et donc dans ces cas-là, il faut pouvoir rebondir et garder une histoire cohérente, quitte à ce qu'elle aille pas forcément dans le sens qui était prévu. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne école de ce côté-là, effectivement, pour sentir bien face à un groupe, pouvoir s'exprimer, pouvoir exposer les choses et faire des mises en relation rapides. Parce qu'en fait, en fonction des actions des joueurs, etc., il y aura le maître du jeu va devoir s'adapter en permanence. En fait, c'est ça que je trouve excellent dans le rôle du maître du jeu, c'est que sans cesse on est sollicité, on doit réagir vite, c'est à la vitesse de la lumière. Et nous, ce qui est assez amusant, c'est ce que nous on a en tête, même si on fait une très belle description, très évocatrice, chaque joueur aura une vision différente. Chaque joueur va se créer son propre imaginaire, ses propres images, et ça sera à lui, rien qu'à lui. Et c'est ça qui est bon. Et à la fin de partie, voir les joueurs raconter ce qu'ils ont vécu et avoir des étoiles dans les yeux et se dire, waouh. Et puis avoir envie de continuer, quoi, de continuer l'histoire dans leur tête. Moi, je trouve ça génial. C'est la récompense ultime. Alors on l'entend bien, vous êtes un passionné de jeux de rôle. Ce qui en découle, c'est la loutre rôliste. Eh Alors oui. la loutre rôliste, qu'est-ce que c'est? La Loutre Rôliste, alors, c'est à la fois une maison d'édition de jeux de rôle et aussi une boutique en ligne spécialisée jeux de rôle. On a des dés, on a des tapis de jeu, des bourses, plein de petites choses pour le rôliste. On a même des peluches de bébé loutre, puisque c'est notre animal fétiche et nous faisons des sessions d'adoption très régulièrement. Donc nous éditons des jeux à la fois des traductions, on a d'Espagne, on a de Finlande avec Stalker, et ensuite on est en train de regarder un petit peu à droite à gauche de par le monde s'il y a des petites choses intéressantes à faire découvrir aux rôlistes français. On a des petits projets français sous le coude qui sont en développement aussi.
dont je parle pas pour l'instant, j'attends que ça se développe un petit peu. On a aussi d'autres projets qui sont liés au jeu de rôle sans être du jeu de rôle, dont vous entendrez parler un petit peu plus tard dans l'année. Et on fait ça depuis 2014, depuis mars 2014. Donc on a fêté nos 4 ans en mars dernier. Alors pourquoi la loutre? Alors pourquoi la loutre? Alors là c'est une grande question. La loutre, en fait, déjà moi, comme je disais tout à l'heure, je dessinais plein de petits animaux, tout poilus, dans des situations assez rigolotes. Et puis j'avais envie de trouver un nom qui soit un petit peu hors norme, voilà. Et puis j'ai envie d'un animal. Et puis je savais pas trop, puis à un moment donné, j'ai fait une loutre c'est génial. Et en fait, j'ai pris le nom donc de loutre rôliste. Pourquoi rôliste? Parce que je voulais que quand quelqu'un vient nous voir, il sache de quoi on parle. On parle de rôle, on parle de jeu de rôle. Donc la loutre rôliste. Et du coup, ça s'est créé comme ça en fait. Le nom a été trouvé comme ça. Et depuis, effectivement, c'est un nom qui se retient facilement. Et puis loutre, c'est mignon. Hein, c'est joueur. Mais contrairement à la loutre sauvage, on ne passe pas notre temps dans la rivière à manger du poisson et à dormir sur la berge. On n'a absolument pas le temps. On peut parler peut-être de votre travail d'éditeur. On imagine que vous êtes donc toujours à la recherche de projets à éditer, à traduire. Comment ça se passe ce travail? En fait, on farfouille un peu à droite à gauche, on voit ce qui se fait chez les collègues, à l'étranger, et puis au bout d'un moment, on tombe sur quelque chose, on regarde, et puis on se dit ah ben tiens. Et puis après, tout simplement, c'est le contact avec le collègue. Et quand ce sont des projets qui viennent de l'étranger, comment se passe l'étape de traduction? Alors, déjà, il s'agit de voir les accords de licence. Une fois que c'est fait, on passe, on sait combien de temps on a pour traduire et pour sortir le jeu. Et après, on s'organise de manière à ce que ça soit fait dans les temps et pour pouvoir sortir le jeu aux dates aux dates maximum qui sont préconisées, quoi. On peut parler des campagnes qui récemment ont bien marché, Dream Riders et la campagne aussi pour Ethos. Oui, Chasseur de légendes. Dream Riders va sortir avant l'été. C'est un jeu de rôle, en fait, qui va se passer dans le monde onirique, en fait, dans les rêves. C'est un peu, en fait, une sorte d'allégorie du jeu de rôle dans le jeu de rôle. En fait, les joueurs vont devoir, pour contrer des menaces qui pèsent sur l'humanité, aller dans l'esprit de certaines personnes pour modifier, en fait, le cours des événements. Donc là, à ce moment-là, ce seront des Dream Raiders. Grâce à une machine, ils vont se connecter et pouvoir rentrer dans l'esprit des gens. Ce qui fait que, en fait, on va pouvoir explorer une multitude d'univers, parce que les rêves c'est un champ de possibilités infini. Et en même temps, ils pourront aussi, à terme, se rendre compte que la réalité telle qu'ils la connaissent n'est peut-être pas la vraie réalité. Alors là, ça devient compliqué. Et là, ils deviennent des Dream Riders. Et à ce moment-là, ils vont passer en fait d'univers, ils vont glisser en fait d'univers en univers. Un peu à la manière de, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Sliders. Effectivement. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là pour la deuxième partie du jeu. En fait, c'est un jeu où on peut faire soit les Dream Raiders, donc les pillards des rêves, soit les Dream Riders, les chevaucheurs de rêves, ou alors on peut faire un mix des deux. Et c'est un jeu qui a la particularité qui peut être joué classiquement, soit donc MJ joueur, ou alors être joué sans maître du jeu, en façon jeu tournant en fait, qui dure 30 à 45 minutes. On peut même alterner les deux phases. En fait, c'est un jeu qui est multiple. On peut l'aborder de plusieurs manières différentes. Et c'est vraiment de la science-fiction façon Sliders, Matrix. On tourne autour du concept de qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que le rêve, où sont les limites entre les deux. Et c'est un jeu qui permet d'explorer une multitude d'univers en fait en un seul jeu. En fait, là, l'imagination du MJ comme des joueurs pour aller très très loin, sachant qu'on va dans les rêves et les cauchemars des gens. Donc là, et en plus, effectivement, on peut aussi faire jouer la vie courante, il peut se passer des choses dans la réalité. Donc en fait, c'est un jeu aux multi-possibilités. Voilà, quand je l'ai eu entre les mains, j'ai dit non mais là, on peut faire des choses mais fantastiques, quoi. Et d'ailleurs, même dans le jeu, on parle de jeu de rôle.
les joueurs vont aller sans vouloir trop spoiler, dans l'esprit d'un homme qui a été rôliste. L'imagination en ébullition avec Dream Riders. Et puis il y a un guide générique Ethos qui permet de jouer aussi dans différents univers. Voilà, alors là, Ethos, c'est un système générique modulable qui est très axé sur la narration, mais avec un petit côté classique quand même. Donc on évite le narrativisme extrême. Et avec Ethos, en fait, vous pouvez prendre cette base de règles, vous pouvez moduler à l'envie, parce qu'il y a des variations, donc des options de jeu en fonction des univers. On peut rajouter ses propres règles, on peut transformer, c'est une vraie boîte à outils, on peut en faire ce qu'on veut. Et à partir de là, on peut poser ce système de règles simple et fluide sur n'importe quel univers. Tout ce que vous pouvez imaginer, séries, films, ou alors un univers que vous avez créé de toutes pièces, vous pouvez mettre les règles de Ethos dessus. Et avec Ethos, on a fait paraître déjà Matryoshka, qui est et Dernier Coup, qui sont en fait des scénarios avec les pré-tirés, donc le scénario et les règles de base pour pouvoir commencer à jouer, qui permettent de découvrir le système. Et dans le livre de base, il y a déjà 5 univers de proposés avec des idées de scénarios pour pouvoir se lancer assez rapidement. On a aussi fait paraître 2 scénarios, un sur la Seconde Guerre mondiale avec une dose d'horreur dedans, et puis un autre qui se base sur la chute des mondes libres, qui est un monde, un mix entre Warhammer 40 000, Star Wars et du Medfan, c'est un univers qui est proposé dans Ethos. Et là, on prépare donc aussi Chasseur de légendes, qui est en fait une grosse campagne de pulp façon Indiana Jones, qui se passe juste avant la guerre, où les personnages vont aller à la poursuite de l'ordre de Thulé. En fait, c'était un groupuscule nazi qui traquait les reliques et les objets magiques pour le compte du Reich avant et pendant la guerre. Et ça, c'est prévu pour mois de juin, normalement. Donc on le voit, le jeu de rôle peut toucher n'importe qui, plein d'univers, plein de différentes histoires à vivre. Et si cela ne suffit pas, vous pouvez aussi faire du jeu de rôle dans le monde de votre bande dessinée préférée. C'est le cas avec Black Sad, une bande dessinée espagnole qui a vu le jeu de rôle exister aussi. Alors, donc Black Sad, c'est notre premier jeu qu'on a édité, donc traduction qu'on a faite à partir de l'œuvre qui était faite par nos collègues de No Solor Ediciones. Donc je tiens à préciser que le jeu, c'est vraiment la licence officielle. Ça a été fait, ça a été supervisé par les auteurs de la BD, Juan Díaz Canales et Guarnido. Black Sad, c'est un jeu de rôle de type polar noir américain années 50, une période de grands changements parce qu'on est dans l'après-guerre, la société se réorganise, le crime se réorganise aussi et monte en puissance, et donc on va pouvoir interpréter des personnages qui sont en fait des animaux anthropomorphes et mener des enquêtes donc dans ces années 50 américaines. Après, bien sûr, c'est transposable un peu partout dans le monde. Je l'ai déjà vu. Des amis rôlistes anglais l'ont fait à Macao, par exemple, et apparemment ça se prête très bien à Black Sad. Et sinon, c'est un jeu assez narratif qui se base vraiment sur l'ambiance, en fait, l'ambiance du polar, où tous les codes en fait sont respectés, où on doit faire des choix moraux. Est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, laisser filer le fils du sénateur qui a commis un crime et le laisser aux mains de la justice tout en sachant qu'il risque d'être blanchi, ou alors faire justice soi-même, par exemple. C'est un jeu de rôle où le but, c'est pas de faire évoluer son personnage avec des niveaux et je ne sais quoi. Là, non. Là, on va plutôt travailler sur le vécu du personnage et sa lente descente aux enfers, comme c'est souvent le cas dans les polars, où au bout d'un moment, les instincts vont refaire surface. Donc là, comme on parle d'animaux, c'est tout à fait approprié, car dans le jeu, en fait, on peut basculer au bout d'un moment dans son animalité, parce que les personnages ont avant tout un comportement humain malgré leur forme animale. Mais avec le temps, les épreuves, ils peuvent basculer effectivement dans l'animalité. Et donc là, on est vraiment à fond dans l'étude du bien contre le mal, mais de façon intérieure.
Et puis l'animal est généralement en fonction aussi du caractère du personnage Alors, joué. alors l'animal, en fait, oui, à chaque animal, bien sûr, on prête différents traits. C'est sûr. Après, effectivement, c'est pas non plus une règle gravée dans le marbre. On peut très bien imaginer que, par exemple, un renard ne soit pas forcément quelqu'un de vil et rusé. C'est une piste qui est là posée comme ça dès le départ, mais on peut très bien en faire fi et changer les choses. Parce que effectivement, quand on observe, on peut observer 10 chiens différents. Les 10 chiens auront un caractère assez différent. Mais après, c'est vrai que dans la BD, souvent les animaux correspondent à leur profession et vice-versa. Et donc ce jeu a tellement bien marché que vous lancez une sorte de campagne Kick-Auteur jusqu'au 7 juin qui permet de réimprimer ce livre de règles. Oui, oui, parce qu'en fait, comme tous nos titres sont épuisés ou presque, genre Petit détective de monstres, il nous reste, je crois, 5 ou 6 ouvrages. Ça faisait beaucoup, plus ces 2 impressions qui arrivent. Donc là, on a besoin d'un coup de main, vu que beaucoup de rôlistes nous l'ont demandé. Donc, on préférait faire une campagne de financement type tout ou rien qu'on a appelé Kick-Auteur pour rester dans le ton de la loutre rôliste. Et on verra. Et donc, on a jusqu'au 7 juin, si on veut avoir le jeu. Et les 250, on a besoin de 250 souscriptions. Et à ces 250 souscriptions, on offre le PDF. Et donc, si ça passe, eh ben, Black Sad connaîtra une seconde naissance. Si ça ne passe pas, tant pis. Il y a déjà un scénario dans le livre, plus 4 formats courts. En fait, toute l'histoire est là. Il y a juste les PNJ qui sont personnages non joueurs, qui sont dans le livre à reprendre. Des idées d'aventure. Et là, on a 2 scénarios déjà parus. Il y en a 3 en attente. Donc une campagne à suivre puisque c'est jusqu'au 7 juin. Il reste un petit mois pour souscrire à cette campagne Kick-Auteur. En plus, c'est 37,90 le livre. C'est pas très très cher pour un jeu de rôle. Non, c'était dans le premier titre et en fait, effectivement, on l'a pas mis très cher en fait. Mais voilà, on préfère qu'il y ait un maximum de rôlistes les entre les mains. Et on a eu de très très bons retours au niveau de Black Sat. Il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert en fait la joie de jouer du polar. Parce que c'est vrai qu'en France, du polar type années 50 comme ça, il n'y en avait pas. Il y en avait en version américaine, mais pas en français. Il y a d'autres jeux qui tournent autour des enquêtes, mais du polar de ce type-là, qui respecte les codes, non, il n'y en avait pas. Et puis ça permet aussi de revoir le super travail de cette BD hein, qui esthétiquement est assez particulière aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense qu'il devrait y avoir un tome 6 et 7. Apparemment, le travail aurait recommencé sans voir trop m'avancer. Parce que c'est vrai que depuis le dernier tome, le tome 5, date de 2013. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres BD Black Sad. Par contre, c'est une BD qui revient très régulièrement dans les rayonnages. J'ai vu ça. Et on peut même la trouver sur votre site internet. Oui, on en a. Ça me permet de dire que ce site est très très bien fait. Vous pouvez trouver des jeux de rôle, mais pas que. Hein. Il y a des dés, des accessoires. Vous faites même des bijoux, vous l'avez dit, des peluches. C'est le même, oui. Et vous proposez aussi de vous abonner à une newsletter. Vous faites encore plein de choses. Est-ce qu'on peut parler de 2-3 minutes de jeuxderôle.bzh? Alors, jeuxderôle.bzh, en fait, c'est un portail vers notre nouvelle activité de service de prestation avec donc moi et Madame Loutre, hein. Prestation de jeux de rôle en milieu scolaire, donc de l'école élémentaire jusqu'au lycée, pour faire découvrir le jeu de rôle aux élèves de différents âges et aussi monter des projets pédagogiques en lien avec donc les projets de l'enseignant ou le projet d'établissement, comme par exemple l'écriture, la communication, le fait de s'exprimer face à un groupe, parce qu'on fait aussi passer les élèves du côté de l'écran du meneur de jeu. Voilà, ils vont jouer les MJ. Alors là, on a un article aussi qui parle de ce qu'a fait Madame Loutre à l'école de Josselin, juste à côté de chez nous, dans la classe de la directrice, où en fait elle a fait jouer du PDM, donc Petit détective de monstres. Elle a mis les élèves en situation où ils ont fait donc, à la fois les joueurs, mais aussi les détectives vétérans, donc les maîtres de jeu, soit seuls, soit par deux. Il y a eu un projet d'écriture autour de ça, donc écrire un scénario, le faire jouer.
inventer de nouveaux monstres, de nouveaux gadgets. Ça a beaucoup tourné autour de l'expression écrite et l'expression orale. Les élèves se sont pris au jeu. Il y a bien sûr eu les TH de l'adulte, aucun enfant n'est laissé tout seul face à ces grandes responsabilités de maître de jeu. Et le but, c'est de toute cette séquence pédagogique. Enfin, nous, on peut en parler parce qu'on a tous les deux été enseignants en école élémentaire et maternelle, donc on a une bonne formation de ce côté-là. On sait de quoi on parle, on sait où on va. Là, c'était de faire écrire pour jouer. Et donc, ça s'est conclu la semaine dernière. Et là, il y a un article dans Ouest France qui est accessible, c'est un article qui datait de mercredi de la semaine dernière dans Ouest France, qui est accessible donc sur le site jeuxdrôle.bz. Il y a une page Facebook, jeuxdrôle.bz. Oui. Alors, juste une petite chose, là, il y a le site, pour l'instant, il vaut mieux passer par page Facebook pour cliquer sur le site, mais d'ici quelques jours, il sera accessible autrement, parce qu'on a eu un petit problème de redirection, qui est en voie de règlement. Passez par Facebook, de toute façon, on peut retrouver la loutre rôliste, il y a une page Alors, la loutre Black rôliste, il y a plusieurs pages, il y a la loutre rôliste en elle-même. Après, il y a les pages pour les différents jeux, donc Petit Détective de Monstres, Black Sad, Ithos, Stalker, qui est en préparation et on va bientôt lancer une précommande. Et puis Dream Raiders aussi. Et puis il y a la page internet www.laloutrerôliste.fr, voilà. Tout en minuscules attaché. Vous retrouvez tous les produits, tous les jeux de rôle. Et puis donc on le répète, sur Facebook, il y a plein de pages qui est gérée. Il y a aussi sur le site, il y a aussi la partie blog et news. Donc la partie blog, en fait, on a fait des mini-blogs sur le site pour chacun des jeux que nous éditons ou que nous allons éditer. Et puis on rappelle cette campagne jusqu'au 7 juin pour pouvoir avoir à nouveau le livre du jeu de rôle Black Sad. C'est un kick-auteur pour pouvoir réimprimer ce jeu de rôle au prix de 37,90 €. Donc vous allez vous régaler. C'est jusqu'au 7 juin et vous savez tout sur Internet. Il suffit d'aller sur le site laloutrerôliste.fr ou la page Facebook Black Sad, le jeu de rôle. Merci beaucoup Christophe Desnouveaux et très bonne continuation à Monsieur Loutre et à Madame Loutre. Merci beaucoup. Au revoir.